fondatrice et responsable éditoriale du site Ginger. C'est un magazine dédié au développement de l'enfant, la prévention précoce, l'accompagnement à la parentalité, avec une attention toute particulière portée à la lutte contre les inégalités. Vous avez publié de nombreux ouvrages, dont en 2007, une enquête sur le déni de grossesse, Je ne suis pas enceinte. Aujourd'hui, vous allez nous présenter l'association que vous avez fondée en 2018 et qui s'appelle, comme on peut le voir, Papoto, acronyme de parentalité pour tous. Donc, Papoto propose aux professionnels de la parentalité des outils leur permettant de transmettre aux ateliers des informations essentielles sur le développement de leur enfant sous forme de vidéos et d'ateliers. Je n'en dis pas plus, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Parfait. Super, super. Alors, je vais essayer de maintenir l'attention et l'intérêt des participants encore présents. Je sais que c'est un peu difficile en fin de journée. Vous dire que j'ai pu assister aux interventions de cet après-midi, que j'ai trouvé ça vraiment passionnant, que je connaissais bien le combat pour la psy-périnatalité de Michel Dugnat, je connais bien le PSFP. Vous verrez qu'il y a dans Papoto des similitudes, une proximité avec PSFP, ce qui est normal puisque pour Papoto, nous nous sommes beaucoup inspirés de ce qu'on appelle les programmes evidence-based, c'est-à-dire les programmes fondés sur les preuves qui ont fait l'objet d'une évaluation. Donc Papoto, pour vous dire très brièvement, c'est une association loi 1901, en effet créée à la fin de 2018. Et vraiment l'objet de Papoto, c'est ainsi que c'est rédigé dans les statuts, c'est de faciliter la transmission des informations essentielles sur le développement de l'enfant, sur ses besoins fondamentaux, aux familles et surtout aux plus vulnérables d'entre elles sur un plan psychosocial et via les professionnels qui les accompagnent. Aujourd'hui, Papoto est soutenu par l'ARS PACA, la région Île-de-France, la CAF 93 et la Fondation pour l'enfance, et c'est vraiment absolument précieux de bénéficier de ces soutiens. Alors Papoto, ce sont notamment des capsules vidéo très courtes, je vous en montrerai une tout à l'heure si la technique est avec nous. Pour chaque capsule vidéo, une petite fiche d'animation à destination des professionnels pour les aider à animer un échange avec les parents à partir des vidéos. Tout cela est en accès totalement libre sur notre site et sur la chaîne YouTube Papoto. Nous animons des ateliers de parentalité pour les parents d'enfants de 0 à 6 ans, essentiellement en Île-de-France aujourd'hui et à Marseille, à partir de nos outils vidéo. Mais Papoto, c'est aussi sur notre site un recensement des données de la littérature sur l'impact des vulnérabilités psychosociales sur la parentalité, sur le développement de l'enfant. Ça, c'est le travail que moi, j'avais entamé sur Ginger et que je poursuis sur Papoto. Et nous sommes dans une démarche vraiment itérative en matière de soutien à la parentalité des familles vulnérables, c'est-à-dire qu'on teste, on essaye des choses et puis on a besoin évidemment du retour de tous les acteurs de terrain qui pourraient se saisir de nos outils et nous raconter comment ils les utilisent et ce que ça donne. C'est vraiment très intéressant pour nous cette approche itérative. Alors, au cœur de Papoto, des choses que vous avez déjà vues tout au long de la journée, évidemment, c'est ce que nous, on appelle les pratiques parentales ajustées au développement de l'enfant. Et c'est vraiment ce que nous dit la recherche. Nous, on a fait un gros travail de recensement de ces données. Donc, Papoto s'appuie sur la question de la sensibilité parentale, l'importance des interactions précoces. On est vraiment sur l'attention conjointe, développée par Michel Dugnat tout à l'heure. La réponse aux besoins fondamentaux de l'enfant, notamment le méta-besoin de sécurité. La présidente de Papoto, c'est Nadège Sévrac, qui est sociologue spécialisée en protection de l'enfance et qui a participé aux 2 dernières conférences de consensus en protection de l'enfance, la première étant sur les besoins fondamentaux du jeune enfant. On travaille beaucoup et en cela, j'ai trouvé que l'intervention concernant le programme PRODAS était évidemment très, très pertinente. On travaille sur la question des émotions, comprendre, accompagner les émotions de l'enfant. Et évidemment, si on arrive à le faire de façon très précoce avec les parents, peut-être n'aurons-nous plus besoin un jour de programmes tels que le PRODAS. Nous travaillons sur la mise en place d'un environnement favorable au développement cognitif de l'enfant. Moi, j'ai l'habitude de parler du Home Learning Environment, donc comment expliquer aux parents ce qu'on peut mettre en place au sein du foyer qui soit en cohérence avec les apprentissages scolaires. Et bien évidemment, nous avons une attention particulière portée à la question des violences éducatives ordinaires. On raconte l'impact de ces violences sur le développement de l'enfant et nous communiquons sur les techniques de discipline positive. Et alors, j'ai noté le terme de Monsieur Murciano qui me plaît beaucoup, discipline progressive, parce que moi aussi, je rechigne à utiliser le terme discipline positive que je trouve assez galvaudé. Et donc, je pense que je vais reprendre ce concept de discipline progressive qui nous conviendrait parfaitement.
Nous travaillons alors sur la question de l'impact des écrans. Ce n'est pas notre sujet majeur, mais nous l'abordons bien évidemment dans nos ateliers à travers nos vidéos. Tout cela pour vous dire que notre question de fond, ce qui nous anime et ce qui a concouru à la création de Papoteau, c'est vraiment la question de comment on transmet toutes ces informations à tous les parents, y compris les plus vulnérables, les plus éloignés de ces notions. C'est Terry Brazelton qui disait que la science est faite pour les parents. Je suis vraiment absolument convaincue de cela. Encore faut-il qu'il puisse y avoir accès. Donc les spécificités de Papoteau, je parle assez vite, d'abord parce qu'en général je parle vite, mais en plus parce que vraiment je ne voudrais pas vous retenir trop longtemps. Les spécificités de Papoteau, c'est que Papoteau s'inscrit dans le cadre de la prévention précoce, vise à l'amélioration du développement de l'enfant, à l'atténuation de la reproduction des inégalités. C'est très important pour nous parce qu'on est bien dans le champ du soutien à la parentalité, mais nous, on vise vraiment cette question du développement de l'enfant. Je le dis parce que pour moi, c'est un impensé des politiques de soutien à la parentalité en France depuis longtemps. On parle beaucoup de soutenir les parents, mais presque comme si c'était l'alpha et l'oméga. Or, au bout du compte, on soutient les parents, notamment pour favoriser le développement de leur enfant. En arrière-plan, augmenter le niveau de connaissance des parents sur le développement de l'enfant, c'est vraiment notre spécificité. Nous, on vise ça, l'augmentation du niveau de connaissance. C'est un outil, Papoteau, les vidéos, nos fiches d'animation, c'est un outil de médiation entre les professionnels. On ne peut pas travailler sans vous, on ne peut pas travailler sans les acteurs de terrain. Et donc, un outil de médiation entre vous, les acteurs de terrain, et les parents autour de ce que je considère comme étant un savoir extrêmement puissant. Donc notre propos, c'est de partager les avancées de la recherche pour permettre aux parents de recourir à des pratiques plus ajustées au développement de leur enfant. Et donc, nous avons pour cela conçu des capsules vidéo pensées pour être accessibles à tous les parents. Elles sont doublées aujourd'hui en 6 langues. Nos capsules, on en a 10, donc doublées en arabe, turc, bambara, tamoul, mandarin, anglais. Je n'ai pas compté, mais normalement, ça fait 6. Très important, les sujets que nous traitons sont choisis en raison de 2 critères. Le premier, c'est l'existence d'un consensus scientifique sur le fait que ce sujet-là est vraiment au cœur du développement de l'enfant. Et le deuxième critère, c'est l'existence d'un gradient socio-économique. Sur le sujet que nous traitons, nous savons qu'il y a une vulnérabilité spécifique en fonction de l'origine socio-économique de la famille. Vous connaissez très bien le sujet sur le langage, c'est un des plus connus en la matière, mais sur la question des émotions, on a un gradient socio-économique également. On n'a pas de gradient socio-économique sur la question de la propreté, de la continence de l'enfant, donc ce n'est pas un sujet que nous traitons chez Papoteau. L'intérêt de la vidéo, je vais passer vite parce que vous vous en doutez, c'est un très bon vecteur d'information, la vidéo. La charge émotive des images, ça permet de simplifier les messages. Pour des populations vulnérables, c'est quand même très très pratique. Il y a une projection, une identification, on a fait attention, vous le verrez, d'avoir à l'image des parents représentatifs de notre population, d'avoir des pères aussi. Et donc c'est un bon outil qui permet le doublage en plusieurs langues, donc pour des publics qui sont peu à l'aise avec l'écrit. Pour nous, ce qui est très très important, c'est que ça facilite la transmission par les pairs PAIRS. Il y a une vraie viralité de l'outil. Ça, je ne vais pas insister, le fait que c'est un outil de réflexivité, on ne l'utilise pas nous en tant que tel, mais par exemple, la guidance interactive par vidéo feedback est une thérapie vraiment passionnante, très prometteuse et qui utilise bien évidemment la vidéo. Et lors des ateliers Papoteau, la vidéo sert vraiment de fil conducteur. Lorsque le bébé naît, son cerveau n'est pas terminé. Il va continuer à évoluer pendant de nombreuses années. Les connexions entre les neurones, c'est-à-dire les branchements, vont se multiplier. Plus les branchements seront nombreux dans le cerveau, plus celui-ci fonctionnera correctement. Comme dans un réseau électrique. Plus il y aura de branchements électriques dans la maison, plus elle sera éclairée. Ces connexions vont se mettre en place et se renforcer selon ce que l'enfant voit, entend, ressent. Si l'enfant entend beaucoup de langage, les branchements seront nombreux dans la zone du cerveau réservée au langage. C'est chez les tout petits enfants que la croissance du cerveau est la plus forte. Après, le cerveau continue d'évoluer, mais moins fort et moins vite. Si un enfant vit avec des adultes qui prennent soin de lui, le regardent, lui sourient, lui parlent, son cerveau va enregistrer ces belles expériences et les branchements vont se renforcer dans des zones utiles pour son développement.
contraire, chez un enfant qui vit des situations tristes avec des adultes qui s'occupent peu de lui et ne répondent pas à ses besoins ou à ses questions, le cerveau aura moins de branchements et ce sont des connexions moins intéressantes pour son développement qui vont se renforcer. On peut rallumer les lumières plus tard, dans les zones utiles, mais cela demande du travail. Lorsque les lumières ont été allumées très tôt dans le cerveau de l'enfant, et au bon endroit, grâce à toutes les petites expériences positives de tous les jours, tout est plus simple ensuite pour lui, à l'école et dans la vie. Si vous voulez revoir la vidéo de façon plus confortable, vous allez sur le site de Papoteau ou sur la chaîne YouTube et vous avez toutes les vidéos et donc les vidéos doublées en plusieurs langues, donc 10 un peu sur le même modèle que celle-ci. À partir de ces vidéos, nous proposons donc des animations d'ateliers. Alors, avant de vous dire exactement comment on procède, et je vais essayer d'aller vite, nous, on propose un cycle d'ateliers, donc entre 5 à 7 ateliers, parce qu'il y a une progression dans les thématiques. On a un ou deux sujets au cours d'un atelier, et donc c'est bien d'avoir un groupe fermé de parents et d'avoir les mêmes parents sur la durée du cycle. Donc, nous sommes confrontés à ces questions de mobilisation du public que vous avez pu aborder tout à l'heure avec le PSFP, avec M. Murciano, et à la fidélisation. Et je ne vous cache pas que comme nous avons commencé à expérimenter nos ateliers en 2020, forcément, ça a été extrêmement compliqué étant donné les conditions sanitaires. L'idée dans un atelier Papoteau, c'est que c'est vraiment important pour moi, c'est qu'on ne vise pas uniquement le bien-être psychique des parents, je le redis. Un atelier Papoteau, et ce n'est pas méprisant de ma part en ce qui concerne les cafés des parents, mais voilà, on n'est pas là juste pour faire circuler la parole entre les parents et être sur la valorisation des parents. On cherche vraiment à leur transmettre des informations pour augmenter leurs compétences. Et pourquoi je dis cela? Parce que on sait, la littérature le montre, et c'est Georges Tarabulsi, un psychologue québécois, qui en parle très bien. Nicole Guédonnet en parle aussi. C'est qu'il n'y a pas d'effet domino entre d'un côté la valorisation psychique, son bien-être psychique du parent, et l'augmentation de ses compétences et le bon développement de l'enfant. Il faut vraiment s'intéresser à la fois à son bien-être et à ses compétences. C'est pour ça qu'il faut vraiment cibler les deux. On a vraiment à cœur de répondre aux attentes des parents, à ce qu'ils expriment comme besoin, aux questions qu'ils vont poser au cours d'un atelier, c'est vraiment très important. Mais bien évidemment, chez Papoteau, comme on s'adresse à un public vraiment vulnérable, l'idée c'est d'aller chercher des besoins qui ne sont pas conscientisés et de travailler sur ces besoins non conscientisés. Donc Papoteau, un atelier, ce n'est pas seulement un lieu d'expression, de verbalisation, il y a de l'échange, il y a des paroles, les parents parlent beaucoup entre eux, mais pas seulement, l'intervenant doit aussi transmettre les informations qu'il a à transmettre. Donc je ne vais pas insister là-dessus. Il faut avoir des objectifs très clairs en début d'atelier, et donc c'est un équilibre subtil entre les attentes des participants et les attendus. On travaille sur 3 axes qui sont vraiment très importants au cœur de notre réflexion, et on est en pleine réflexion, hein, rien n'est totalement acquis, hein, on en est au début de notre aventure. On travaille beaucoup sur notre posture, sur l'alliance avec le parent, sur les leviers motivationnels, et ça c'est important, sur la question de la mobilisation et de la fidélisation. Sur la posture, on est très sur l'écoute active, empathique. C'est M. Murciano, je crois, qui parlait de cette question de la joie, du bonheur. C'est évidemment capital. On a tous nos armes secrètes. Bon, moi, je fais beaucoup de blagues. Et je pense que c'est ça qui fonctionne. Et ce qui fonctionne surtout, et c'est ce qui remonte notamment de nos premiers retours, c'est le fait que nous, en tant qu'intervenants, on est intimement, profondément convaincus que ce que l'on fait là, à ce moment-là, au cours d'un atelier, ça peut changer la donne. On est là, on est engagé physiquement, psychiquement, on donne, comme dit mon binôme Faustine Pratt, qui est psychologue et avec qui je travaille sur la conceptualisation, voilà, on donne tout dans un atelier et les parents le ressentent énormément. C'est vraiment le retour qu'ils nous font. J'ai une maman qui m'envoyait un message l'autre jour en disant « Vous êtes tellement passionnés par ce que vous faites, vous y croyez tellement que vraiment c'est communicatif, on a envie d'être là avec vous. » Et je crois que ça fait partie
potentiel succès. Donc la posture du transmetteur d'informations, du passeur, moi je suis vraiment sur cette question de, écoutez, j'ai lu un article passionnant la semaine dernière en anglais, c'est génial, il faut que je vous le partage, il faut que je vous transmette cette info. Mais c'est pas non plus une posture ascendante, c'est pas le sachant vers le non-sachant, c'est un mélange des savoirs, il y a le savoir académique, qui est plus le mien, et puis le savoir expérientiel des parents, et moi aussi j'ai un savoir expérientiel, je suis mère de famille, et je le dis, je parle de moi, et on fait se rencontrer ces différents savoirs. Donc on est vraiment dans un dialogue. Alors évidemment, on va éviter dans l'atelier les « vous ne devriez pas, il ne faut surtout pas », on va privilégier des propositions, hein, on va essayer de travailler ensemble, de co-construire. Et puis l'idée de partir de la curiosité quand le parent va énoncer quelque chose dont on sait que c'est un petit peu une idée reçue ou que c'est vraiment pas très très juste sur un plan purement scientifique, on va manifester de l'étonnement, de la curiosité, on va l'inviter à poursuivre son développement, puis ensuite, hop, on va proposer peut-être autre chose. Donc, j'ai demandé à mes fils là, de mimer cette attitude de curiosité face à un énoncé qui peut être un peu incongru. L'alliance avec le parent, elle est au cœur de notre travail, elle est au cœur de votre travail, on ne peut rien faire sans avoir d'alliance. Donc, nous, on le construit vraiment avec cette idée que l'objet commun, c'est l'enfant, c'est le bien-être de l'enfant et qu'on travaille avec les parents sur cette question-là. C'est important avec des publics notamment vulnérables, je le rappelle. On énonce clairement notre objectif. Qu'est-ce qu'on cherche à faire avec ces ateliers ? Et moi, alors ça c'est très personnel, je ne veux pas convaincre tout le monde, mais je pense que parler un peu cash peut aider. Je pense notamment avec des familles en quartier politique de la ville, leur dire que on sait qu'elles peuvent présenter plus de difficultés que d'autres familles pour des tas de raisons, notamment les difficultés de langue ou la non-maîtrise des codes implicites de l'école. Et ben on peut travailler là-dessus. Nous, notre rôle, c'est de travailler là-dessus. Donc on va pas nier les freins, mais on va travailler sur les freins. Et on va tous grandir ensemble en travaillant sur ces questions. Donc on le dit clairement et ça marche plutôt bien. Donc je l'ai dit tout à l'heure, moi je parle facilement aussi de ce que je fais, de mes erreurs ou de ce qui fonctionne dans mes propres expériences éducatives. Je dis ça parce que c'est Catherine Selnay qui disait notamment à la conférence de consensus sur les mesures de protection hors placement qu'on ne peut pas aider l'autre dans la distance. J'y crois beaucoup, je sais que c'est un sujet très sensible dans le travail social, cette fameuse question de la distance. Bon, moi, on y travaille beaucoup. Les leviers motivationnels, nous, ce qu'on constate, je passe parce que je pense qu'il faut que j'aille un peu vite, mais la question de la réussite scolaire de l'enfant avec des familles qui sont un peu fragiles, c'est primordial, c'est un bon levier. Leur dire que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on travaille là, maintenant, avec un enfant tout petit, c'est aussi ce qui va participer à sa réussite scolaire. La question des émotions, nous, on la met en lien directement avec l'école. Le fait qu'un enfant qui arrive à réguler ses émotions, c'est un enfant qui est plus en capacité de se poser, d'écouter, que son cerveau va être bien plus disponible pour les apprentissages scolaires. Ça marche très, très bien. Voilà. Alors, premier retour de parents, bah oui, quand même, on en est à nos premiers bilans. Donc, que disent les mamans, parce qu'on a plus de mamans que de pères. Je rappelle qu'on travaille beaucoup en QPV, ceci explique cela. L'atelier, c'était merveilleux, ça nous a beaucoup aidé. Alors, c'est du verbatim pur, hein, donc là, c'est une maman qui dit « Et là, j'ai compris, qu'on doit parler avec les enfants, les regarder. » On travaille beaucoup sur la question de l'attention. C'est primordial. Accorder de l'attention à l'enfant. J'ai envoyé les vidéos à ma famille au pays, j'ai montré tes vidéos à ma sœur. J'adore venir ici parce que c'est comme si j'avais toutes les informations déjà dans ma tête, mais pas dans le bon ordre, pas à la bonne place. Quand je viens ici, c'est plus clair. En fait, on a grandi comme ça, mais on n'est pas obligé de faire comme nos parents ont fait. On peut changer. Très important, cette question revient dans tous nos ateliers, puisqu'on travaille avec 90% des parents qui sont d'origine étrangère. Cette question du fossé culturel et parfois de la contradiction des codes, elle est au cœur de notre travail. Venir ici me permet d'avoir des arguments pour expliquer à ma famille et ma communauté pourquoi je fais ça. Je peux leur dire, je suis une formation, je sais que j'ai raison. Avant, quand ma fille venait me voir, je croyais qu'elle m'embêtait, mais non, j'ai compris qu'elle voulait jouer. On travaille beaucoup sur la mentalisation, c'est très important. Moi, j'ai notamment un cycle d'atelier, j'y vais samedi prochain, avec des parents avec une déficience intellectuelle. Et donc, la question de la mentalisation, elle est vraiment au cœur du travail. J'ai compris que je ne devais plus frapper mon enfant et lui dire « tu ne vaux rien ». Donc, ce jour-là, quand la maman a dit ça, j'avais gagné ma journée.
Retour des pros, je vais passer, mais les professionnels, ce sont les professionnels qui connaissent les familles avec lesquelles on travaille, hein, ce sont ceux avec qui on passe une convention, et donc évidemment, c'est très important d'avoir leurs retours, qui sont plutôt très positifs de ce qu'ils constatent des modifications et du positionnement des parents. Je passe parce que je veux pas vous assommer avec ça, je voudrais laisser de la place aux questions éventuellement, s'il y en a. Merci beaucoup à tous et encore une fois, merci de votre invitation. Papoto est toujours très honoré d'être convié à ce genre d'événement. Oui, bien sûr, j'ai mon binôme, Faustine Pratt, elle est à Marseille, donc elle développe Papoto à Marseille et elle anime là une série d'ateliers et c'est formidable. Enfin, moi je trouve ça absolument passionnant d'avoir ce décrochage en région et comme ça on échange sur nos publics. C'est super, vraiment c'est super. Et merci de l'avoir posé, parce qu'on va entrer en phase de recrutement d'animateurs, prestataires, parce que pour le moment, on est 2, c'est notre phase d'expérimentation. Donc 2020, on a vraiment commencé, donc là, on a touché une centaine de parents, ouais, à peu près. Et donc, Faustine, elle est psychologue. Et moi, je suis une autodidacte complète. Hein. Alors, j'espère que ça ne va choquer personne. Parce que je suis journaliste, hein, je suis l'OVNI dans la galaxie, sauf que ça fait 20 ans que je travaille sur les questions d'éducation, de prévention précoce avec Ginger. Voilà, j'ai fait un gros travail de recension, j'ai passé ma vie en formation continue dans les colloques. Et donc, on construit notre propre pratique. Et là, on va avoir besoin de gens. Et les profils, vraiment, on est en train vraiment de réfléchir. Les profils qui, pour nous, seraient les plus pertinents, c'est des gens qui, évidemment, ont une bonne connaissance du développement de l'enfant. Donc, on va aller piocher chez EJE, infirmières puères, travailleurs sociaux, psychologues, qui, pour moi, je ne sais pas, je pense pas que Michel Dunia soit encore là, mais qui, pour moi, sont quand même un peu sensibilisés à la théorie de l'attachement. Pour nous, c'est un outil extrêmement précieux. Donc, ça, c'est un vrai plus. Et qui sont surtout des professionnels qui ont une vraie sensibilité à la question des publics vulnérables, à la question de la prévention précoce des inégalités, et pour lesquels aller travailler en QPV, non seulement c'est pas un problème, mais en plus c'est enthousiasmant.